Originellement paru en 1991, Vampire la Mascarade est l'un des jeux de rôle papier les plus populaires des années 90. Nous avons d'ailleurs consacré un épisode de 1d6 à son édition anniversaire, épisode disponible sur Noco pour les abonnés. Vu le succès du jeu sur table, il n'est pas étonnant que l'univers imaginé par l'éditeur White Wolf, le monde des ténèbres, ait également séduit les développeurs de jeux vidéo. La première adaptation de Vampire la Mascarade en jeu vidéo sort en 2000 et porte le nom Vampire the Masquerade Redemption. Publié par Activision, ce RPG pour Windows et plus tard Macintosh était développé par Nihilistic Software, un jeune studio fondé par des anciens de LucasArts. L'originalité de Redemption est de se dérouler à deux époques. L'aventure commence en effet au XIIe siècle, à Prague. Le joueur incarne Christophe Romuald, un croisé français blessé au combat et soigné au couvent de la douce sœur Aneska, dont il tombe amoureux. Mais Prague est au cœur d'un conflit opposant les clans vampires Trémère et Tchimiché. Et à la nuit tombée, des créatures monstrueuses rôdent dans les rues. Sans réaliser dans quoi il met les pieds, Christophe parvient à tuer Azra, l'une des vampires Tchimiché. Cela attire l'attention des autres vampires, qui décident qu'un guerrier tel que lui aurait sa place dans leur rang. C'est ainsi que Christophe se retrouve pris en embuscade et transformé en vampire par Ekaterina du clan Brura. Puis arrivé à la moitié du jeu, on change d'époque et on poursuit l'aventure de Christophe à l'ère contemporaine, dans les rues malfamées de Londres puis de New York. Si l'histoire est intéressante, Vampire the Masquerade Redemption souffre d'une écriture assez caricaturale, en particulier à l'époque médiévale. Tous les personnages s'expriment en effet verbeusement dans un anglais pseudo-shakespearien qui rend un peu ridicule certaines scènes qui se voulaient romantiques ou horrifiques. God strike thee down, she-devil! Accursed creature! Earth has no room for such as thee! C'est d'autant plus dommage que l'un des auteurs du jeu de rôle papier, Daniel Greenberg, était impliqué dans l'écriture de Redemption. On regrette également la grande linéarité de l'aventure, malgré la présence de 3 fins différentes selon le degré d'humanité que Christophe sera parvenu à garder avant de confronter le boss final. Ce système d'humanité était lié à la nécessité de consommer du sang pour utiliser ses capacités vampiriques, sans compter qu'un vampire en manque pouvait entrer dans une frénésie meurtrière. Si le joueur faisait un carnage auprès de la populace dans sa quête d'hémoglobine fraîche, inutile de dire que son humanité ne faisait pas long feu. Le gameplay est également un peu décevant. Malgré des graphismes tout en 3D de bonne facture, le jeu de Nihilistic est essentiellement un hack and slash. Alors certes, on récupère divers compagnons plus ou moins humains au cours du jeu, les armes et équipements à disposition sont très variés, et on a accès à divers pouvoirs vampiriques qui apportent un peu de subtilité au combat. Mais globalement, le jeu se résume à avancer dans des couloirs vers le niveau suivant en cliquant à répétition sur les créatures hostiles qui se présentent. Vu la richesse des intrigues que permet Vampire la Mascarade, c'est une occasion manquée. Le jeu se rattrape toutefois avec l'existence d'un mode multijoueur assez novateur, permettant à l'un des joueurs de tenir le rôle du maître de jeu et d'influer en temps réel sur l'action. Cette première incursion de Vampire the Masquerade dans le monde du jeu vidéo est donc un titre sympathique, mais sans plus. Malgré des critiques mitigées, Redemption est un grand succès commercial et Activision décide donc de produire une suite, ou du moins un autre jeu basé sur le monde des ténèbres. À l'époque, Activision est approché par Troika Games, studio fondé par les créateurs de Fallout et Arcanum, qui cherche le budget pour réaliser un RPG à la première personne. Activision confie donc la licence Vampire la Mascarade à Troika, qui en 2001 commence à travailler sur ce qui deviendra Vampire the Masquerade Bloodlines. Sachant que le jeu contiendrait beaucoup de dialogues en face-à-face avec divers personnages, Troika décide de licencier le moteur source développé par Valve pour Half-Life 2, impressionné par ses capacités en matière d'animation faciale. Malheureusement, ce choix de moteur sera également la plus grande difficulté à laquelle l'équipe devra faire face. Le Source Engine est en effet en plein chantier, forçant Troika à développer ses propres outils et à les greffer sur le code de Valve, transformant le jeu en véritable créature de Frankenstein sur le plan technique. Certaines idées se révéleront beaucoup trop compliquées à implémenter, notamment un mode multijoueur qui sera donc annulé en cours de développement. Lorsque Bloodlines voit enfin le jour en 2004, c'est une usine à gaz et à bugs. Et pourtant, il deviendra un jeu culte. Car malgré ses faiblesses techniques, malgré ses bugs, malgré ses défauts, Bloodlines est l'un des RPG les mieux écrits et les plus immersifs jamais conçus. La structure du jeu évoque le premier Deus Ex. On retrouve une aventure découpée en hubs, bourrée d'embranchements et de manières de faire face aux obstacles.
Les combats se jouent à la manière d'un first-person shooter, mais basculent à la troisième personne lors des combats de mêlée. Le joueur aura accès à de multiples pouvoirs et types d'armes, ainsi qu'à diverses compétences de discussion ou de hacking. Comme dans Redemption, l'humanité du joueur est également prise en compte. Il faudra par ailleurs prendre garde à respecter la mascarade, c'est-à-dire à ne pas révéler publiquement ses capacités vampiriques, sous peine d'être mis à mort par la Camarilla. Le jeu prend place à Los Angeles, théâtre d'un conflit occulte entre la Camarilla, dirigée par l'arrogant prince Sébastien Lacroix, les forces du sabbat, les anarches et les Kuei-jin, les mystérieux vampires asiatiques. Le joueur, quant à lui, est un vampire fraîchement transformé qui se retrouve tiraillé entre les différents camps. Au cœur du conflit, le sarcophage d'un antédiluvien, un ancien vampire dont le retour marque la venue prochaine de la fin du monde. White Wolf fera d'ailleurs de Bloodlines un récit canonique du monde des ténèbres, se déroulant peu avant le temps du jugement, qui marquait la fin de la première incarnation de cet univers. Le joueur peut jouer un avatar masculin ou féminin et appartenir à l'un des 7 clans de la Camarilla: Brura, Toréador, Malkavien, Ventru, Nosferatu, Trémère ou Gangrel. Chaque clan possède des capacités uniques et même parfois des dialogues totalement différents. Jouer un Malkavien, clan caractérisé par sa démence, est particulièrement fun. Bloodlines n'est pas classé 18+, pour rien. L'atmosphère glauque et gothique y est certes pour quelque chose, de même que l'aspect gore et malsain omniprésent, mais ce sont surtout les dialogues signés Brian Mitsoda qui sont de petits bijoux d'humour noir. On peut même dire qu'il ne manque pas de mordant. Et certains personnages sont juste inoubliables, comme par exemple Smiling Jack, ou Jeannette la Malkavienne possédant beaucoup de personnalité. Le jeu sait également très bien gérer ses moments horrifiques, comme la visite d'un hôtel hanté digne de Shining, ou un passage particulièrement stressant où l'on se retrouve traqué par un loup-garou très énervé. Enfin, impossible de ne pas mentionner la qualité de la bande-son. Outre les musiques d'ambiance composées par Rick Schaffer, le joueur pouvait écumer les clubs de Los Angeles et se déhancher sur le rock gothique de groupes bien réels comme Ministry, Tiamat, Lacuna Coil ou Daniel H. Écoutez-les chanter, les enfants de la nuit. Ah, si seulement le jeu n'avait pas autant de bugs. Mais Activision décidera de commercialiser le jeu en novembre 2004, vaille que vaille, malgré les problèmes techniques et les protestations de Troika. Résultat, pour les joueurs l'ayant découvert à l'époque, il fallait vraiment s'accrocher pour voir le bout de l'aventure et ses 5 fins différentes. Le développement apocalyptique de Bloodlines sonnera le glas de Troika Games, qui fermera ses portes en février 2005. Une communauté de fans très motivée s'est depuis employée à réaliser des correctifs officieux, résolvant les plus gros problèmes et restaurant des quêtes ou dialogues coupés durant le développement. Grâce à ces patchs de fans, il est désormais possible d'apprécier ce chef-d'œuvre imparfait à 101%. Come on, kid, we gotta get inside that building until it comes. Forgive me. 2 des fondateurs de Troika, Tim Kaine et Leonard Boyarsky, ont rejoint les rangs d'Obsidian, où ils ont retrouvé leurs anciens collègues de Black Isle Studios. Après le rachat de White Wolf et l'IP du Monde des Ténèbres par Paradox Interactive en octobre 2015, Obsidian a teasé la possibilité de développer un nouveau jeu basé sur Vampire la Mascarade. Tandis que White Wolf a déposé la marque Vampire Bloodlines fin avril 2016. Avouons qu'il y aurait là de quoi réveiller les morts.